Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Sans tabou, l'émission La Parole est libérée. Sans tabou, l'émission où l'on parle sans jugement. Sans tabou, c'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h à 21h. Nous abordons des sujets intimes, de société ou de couple, des sujets parfois délicats mais qui nous concernent tous. Ici, vous pouvez témoigner, poser vos questions aux invités, psychothérapeutes, gynécologues, coachs en sexualité, thérapeutes de couple et surtout partager vos expériences. Alors pour en parler, vous savez que vous pouvez tout simplement nous contacter parce que parler, c'est déjà avancer, c'est important. Écouter, c'est parfois se reconnaître dans l'histoire de l'autre. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez intervenir en direct à tout moment, pas besoin de signal. Vous nous appelez au 05 90 96 27 27 ou vous nous envoyez un WhatsApp au 06 90 11 11 12. 11 10, Sans Tabou, c'est votre espace de liberté chaque soir sur RCI. Et puis j'ai des petits coucous à faire avant de commencer. Je fais un petit coucou à Serge Geoffroy de Bemao. Je fais un petit coucou à Laura Roch des Abîmes, à Mylène Ulysse des Abîmes. Et je remercie Philippe Cuirassier à la réalisation technique. Sans Tabou, spécial psycho, vos émotions décryptées. Quand le mot tombe, quand le diagnostic s'impose, on pense tout de suite au traitement, à la douleur, au combat médical. Mais ce n'est pas seulement une maladie qu'on affronte, c'est tout un quotidien qui bascule. Un couple qui vacille parfois, les enfants qui s'inquiètent, un emploi qu'il faut mettre entre parenthèses. Le cancer du sein ne touche pas qu'un corps, il touche une vie entière. Ce soir, on en parle librement, on en parle ensemble avec notre psychothérapeute du lundi soir, Valérie Godefroy, parce que, on le sait, derrière la maladie, il y a des femmes, il y a des familles, il y a également des histoires. Et la parole est libératrice. On peut alléger un peu le poids parfois, rien que de pouvoir parler, écouter, échanger. Vous êtes dans Sans Tabou et j'accueille notre psychothérapeute Valérie Godefroy. Bonsoir Valérie Godefroy. Bonsoir Cindy. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, je vous disais tout à l'heure que vous êtes là le lundi, donc il y a toute une semaine qui s'écoule avant de vous retrouver le lundi d'après. Votre semaine s'est bien passée? Très 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 bien. Ouais. Très riche. Très riche. Super. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de ça, rencontres passionnantes. Avec des femmes notamment. Oui. Oui. Très bien. C'est vrai que vous êtes entourée de beaucoup de femmes aussi, Valérie, dans le cadre de votre métier. Alors essentiellement des femmes, mais j'observe que de plus en plus d'hommes poussent la porte aussi pour faire des thérapies. Donc ça c'est très encourageant. Des jeunes hommes aussi. Oui. Donc c'est très très bien. Mais en majorité, oui, des femmes en effet. Très bien. Donc vous êtes donc psychothérapeute. Vous accompagnez des personnes qui traversent des épreuves difficiles. C'est très important également de pouvoir libérer la parole sur le cancer du sein. J'entends des personnes dire le cancer du sein, qu'est-ce que c'est difficile d'en parler, qu'est-ce que c'est dur. On a l'impression que le mot simplement cancer fait peur, mais derrière ce mot il y a beaucoup de choses qui se passent, Valérie Godefroy, et on va essayer de comprendre tout cela ce soir. Alors, nos auditeurs qui nous envoient déjà des messages, ça réagit beaucoup sur notre WhatsApp 06 90 11 11 10. Alors, je vais commencer par lire les messages, comme ça on pourra par la suite commencer, répondre aux questions et puis lancer l'émission. Premier témoignage, quand le médecin a prononcé ces mots, cancer du sein, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je pensais que mon couple allait résister. Ça n'a pas été le cas. Mon mari n'était pas suffisamment présent. Il ne savait pas comment m'aider. Entre mes enfants, mes rendez-vous médicaux, la fatigue, j'avais peur que la maladie finisse par me voler aussi ma vie de femme et mon rôle de mère. C'est très poignant ce premier message, Valérie. C'est très poignant et ça recoupe un peu tous les aspects de la maladie, du moment de l'annonce et du diagnostic jusqu'au moment où on doit changer des repères dans sa vie, dans son couple, avec ses enfants. Alors, ce que dit cette dame, c'est très juste. On est malade, mais on reste une femme. On reste une mère, on reste une épouse, on reste une collègue et on a besoin de soutien. Le moment de l'annonce, c'est un vrai choc émotionnel. Justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là psychologiquement, déjà chez le malade? Alors chez le malade, c'est ce qu'on appelle l'état de sidération, le choc émotionnel très important, qui font que certaines femmes décrivent un brouillard émotionnel, une incapacité parfois aussi à poursuivre la consultation. Tout ce qu'on retient en fait dans cette situation, c'est j'ai un cancer. C'est quand même vertigineux. Oui. Et puis tout de suite après viennent les peurs de la mort, il faut appeler les choses par leur nom, la peur de souffrir aussi, et puis souvent une multitude de questions. Est-ce que je vais guérir? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais avoir mal? Et mes enfants, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais leur en parler? Et mon travail? Beaucoup de questions et de doutes qui sont légitimes pour l'avenir.
Et puis, pour certaines aussi, ça déclenche une anxiété qui va durer sur le long cours et parfois aussi un effondrement. Oui, l'effondrement par rapport à l'encadrement, par rapport à la cellule familiale peut-être, professionnelle, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'effondrement, c'est ce moment où j'ai l'impression que la terre se dérobe sous mes pieds, comme le dit l'auditrice, et où je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc j'ai l'impression que je perds ma capacité à raisonner, à avoir du discernement. On reprend très vite la main sur ça, passer le choc. Donc il faut aussi accepter de subir ce choc-là, de le vivre, de ressentir des émotions, et puis ensuite on reprend le combat. On reprend le combat. Alors, c'est vrai que c'est important de parler sur l'aspect psychologique parce que le cancer du sein, on en parle souvent du point de vue médical, mais il y a beaucoup de dégâts qui se font chez le malade comme chez les proches. Donc là, on a vu le ressentiment du malade, mais et les proches maintenant à l'annonce du cancer du sein d'un proche. Alors pour les proches, c'est un moment bouleversant. On a la team qui veut être présent, soutenir, et puis on a la team qui ne sait pas comment faire également. Souvent, on peut se sentir impuissant. On ne sait pas comment aider l'autre. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux personnes qui me consultent et qui sont confrontées à ces situations, c'est que quand on ne sait pas comment fonctionner, on demande à la personne concernée. De quoi as-tu besoin ? Comment je peux t'aider ? Comment je peux te soutenir ? Alors, il y en a qui cherchent à rassurer à tout prix. Il y en a qui dramatisent et ça peut créer parfois un décalage par rapport à ce que ressent la personne malade. Les proches peuvent aussi, tout comme la personne concernée, ressentir une peur de la perte et puis se sentir incapable de trouver les bons mots. Alors, de mon point de vue, le risque le plus important, c'est que chacun se protège de son côté. Ça coupe un petit peu le dialogue et c'est justement à ce moment-là qu'il faut du dialogue. Effectivement, parce que c'est vrai que souvent on a ce mur, cette barrière qui se forme entre le malade et les proches. Parfois le malade n'a pas envie de parler de ce qu'il ressent, les proches ont envie de comprendre ce que ressent le malade, et puis parfois c'est carrément tabou, on n'ose pas en parler, on n'ose pas se parler, on n'ose pas se dire les choses. Bien sûr, il faut poser les questions, ne pas avoir peur de poser les questions. J'observe que tu t'isoles, j'observe que tu pleures, dis-moi comment je peux t'aider. Il suffit de dire ça, c'est suffisant parfois. Il y a des malades qui disent aussi qu'à l'annonce de leur maladie, l'annonce a été tellement brutale c'était très très difficile, vraiment sur le cul en fait entre guillemets, d'apprendre la nouvelle comme ça. Madame, vous avez un cancer du sein. Ça peut être violent parfois, mais est-ce que c'est bien que ce soit aussi violent justement pour que la personne puisse prendre tout de suite conscience de ce qu'elle a? Voilà, est-ce qu'il faut y aller avec plus de pincettes et plus de douceur? Moi, je pense qu'il faut y aller avec des pincettes et avec de la douceur et que très souvent, les médecins ne sont pas formés à la psychologie du malade. Donc, on annonce ça comme ça, vous avez un cancer, c'est quand même, c'est extrêmement violent. Et puis, dans l'imaginaire collectif, ça amène énormément de pensées, de choses. Le mot cancer, quand on vous dit que vous avez un cancer, vous voyez, puisque le cerveau est spécialiste pour ça, vous voyez d'abord le scénario catastrophe. Donc, vous vous dites que vous allez mourir. Oui. Or, dans beaucoup de cas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on se sort très bien du cancer du sein quand il est dépisté à temps. C'est l'objet aussi d'Octobre Rose. Oui, tout à fait. De parler un peu du dépistage et de l'intérêt du dépistage. Et de l'intérêt du dépistage, absolument. Alors là, on a parlé du malade, on a parlé des proches, mais on ne doit pas quand même oublier les enfants. Et la plupart du temps, on se rend compte que les enfants font du déni. Pour eux, c'est pas vrai. Leur maman n'est pas malade, que ça n'existe pas, quoi. Ils veulent pas entendre cette vérité en face, que maman est malade, elle a un cancer, et qu'il y aura un long traitement à faire, et puis une longue période de soins. Alors, le déni, ça dépend vraiment de l'âge du développement de l'enfant. Chez les petits de 2 à 6 ans, par exemple, ils sentent qu'il se passe quelque chose, mais ils n'ont pas du tout la notion de la maladie grave. Alors, ils peuvent devenir plus collants, ils peuvent faire des cauchemars, ou ils peuvent aussi régresser. On redemande le biberon, on fait pipi au lit. Il y en a certains aussi qui peuvent s'imaginer qu'ils sont responsables de la maladie de maman. Si j'ai été méchante, si j'ai pas été gentille, si j'ai désobéi, je peux penser que je suis responsable. Donc, dans ce cas, conseil aux parents, des mots simples suffisent. Maman est malade, les docteurs vont s'occuper d'elle, et c'est pas de ta faute. Chez les plus grands, 600 ans à peu près, là, ils sont cash, ils posent des questions directes. Est-ce que tu vas perdre tes cheveux? Est-ce que tu vas mourir? Ils peuvent être tristes, ils peuvent être anxieux, ils peuvent aussi vouloir aider à tout prix. Donc, c'est pareil. L'essentiel, là, c'est de répondre honnêtement, sans dramatiser. Et puis, chez les ados, c'est encore différent. Ils comprennent très, très bien la gravité de la maladie. Alors, il y en a certains qui se replient, d'autres qui se révoltent, d'autres qui veulent protéger leur maman en gardant leurs émotions pour eux. Alors, ce qui est important chez les ados, ce qui les aide, c'est qu'ils puissent garder un espace où ils peuvent parler librement. Les copains, le sport, les sorties, c'est important.
Oui. Et cette perte de cheveux aussi, hein, là on voit vraiment qu'il y a un changement chez la personne malade. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui peut provoquer des chocs chez les enfants comme chez le mari? Ça provoque des chocs d'abord chez la personne qui est concernée, parce que c'est d'abord elle qui perd les cheveux. Chez les enfants aussi, bien entendu, puisque maman change d'aspect physique. Chez le mari aussi, quand il y a des traitements chimiothérapeutiques ou d'hormonothérapie, on perd ses cheveux, on ressent une fatigue importante, il y a des douleurs articulaires, musculaires. Au niveau de l'intimité aussi, avec monsieur, il faut en parler. Ça peut déclencher une sécheresse vaginale, une baisse de la lubrification et des douleurs aussi pendant les rapports. Donc pour la femme, vraiment, ce cancer en particulier, les autres aussi, mais ce cancer en particulier, c'est vraiment une atteinte à la féminité. Parce que le sein, c'est associé à la maternité, à la séduction, à la féminité. Donc quand on change d'aspect physique, corporel, ça peut entraîner une baisse de confiance et puis évidemment une baisse du désir sexuel lié à la fatigue, à la dépression, à l'anxiété. Aux médicaments, bien sûr, aux médicaments aussi, bien sûr. Nous avons des messages très touchants sur notre ligne WhatsApp. Autre message. Quand ma femme a appris son cancer du sein, j'ai voulu être fort pour elle, mais je ne savais pas quoi dire. J'avais peur de mal faire. Je voulais l'aimer comme avant et en même temps, je n'osais plus la toucher de peur de la blesser. Ce n'est pas facile de trouver sa place. On se sent parfois impuissant, en retrait, alors qu'on voudrait juste être à ses côtés. Alors que je voulais juste être à ses côtés. C'est exactement ça. Comment s'appelle ce monsieur ? José. Eh ben José, il a tout compris. On lui demande rien d'autre que d'être aux côtés de sa femme, en fait. Oui. Il a rien d'autre à faire. Oui. Souvent, le partenaire peut avoir peur de ne pas commencer à voir s'y prendre. Il y en a certains qui adoptent une posture très protectrice, qui peut être vécue aussi comme infantilisante pour la femme. Et puis parfois, si on revient à la sexualité, il y a un silence autour de ça. On n'ose pas aborder le sujet, ça crée de la distance. Il y a des situations aussi à l'intérieur du couple où les relations se renforcent. Et vraiment une complicité émotionnelle qu'on n'avait peut-être pas avant. Et puis le couple peut inventer aussi d'autres façons de vivre l'intimité. Donc comme dit José, il suffit d'être présent et à l'écoute. On a des chiffres justement pour le cancer du sein. On parle chez la femme. Maintenant, on entend aussi que ça existe aussi chez les hommes. On va prendre dans la globalité. En général, ce sont les femmes qui sont atteintes de ce cancer et puis parfois de plus en plus jeunes aussi. Exactement. Alors en France, environ 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés par an. C'est énorme. 90% chez la femme, mais aussi 1% chez l'homme. Et dans le cadre d'Octobre Rose, on invite aussi les hommes à se faire dépister. Oui. Donc c'est près d'une femme sur 8, Cindy, qui sera touchée dans sa vie. Très bien. C'est quand même un chiffre important. Alors là, on parle de la femme, mais quand un enfant, on apprend à une maman que sa fille a un cancer du sein, là aussi c'est un bouleversement dans la vie. Une enfant qui débute à peine sa vie et puis qui apprend cette nouvelle, ce choc. Psychologiquement, au niveau de la famille, des parents, de l'école, quelle est la meilleure méthode à suivre, à appliquer pour accompagner cet enfant ? C'est toujours la même règle. Être à l'écoute de l'enfant, être à l'écoute des signaux qui peuvent manifester une anxiété, une perte de repères, une perte de confiance. Ce qui est très important pour les enfants, notamment pour les enfants malades, c'est de leur maintenir un contexte familier, avec des repères. Si mon physique, ma santé physique me le permet, je continue le sport, je continue à voir les copains et les copines, je continue à aller à l'école. Et puis, autour de ça, la famille doit s'adapter et pas l'inverse. Peut-être au changement aussi dans l'organisation, dans l'emploi du temps. Il y a des soins quand on est malade. Il y a des rendez-vous médicaux. Donc tout ça, ça peut bouleverser, fragiliser aussi l'équilibre de la famille. Et puis, j'ajoute quelque chose qui est intéressant que j'ai moi vécu en séance. C'est la position du petit frère ou de la petite sœur, dont la grande sœur est malade et sur laquelle toute l'attention est focalisée, qui peut se sentir aussi délaissée par la famille. Il faut ne pas oublier aussi toutes les personnes qui font partie de la famille. C'est vrai que c'est pas évident à vivre quand quelqu'un de la famille est touché par le cancer du sein, parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas la méthode, on n'a pas les clés. Déjà, quand on nous annonce cette maladie, le médecin nous annonce qu'on a cette maladie, il faut tout de suite consulter un psychologue, selon vous, ou on peut y faire face seul? Ça dépend de la structure familiale. On peut y faire face seul. On peut aussi consulter un psychologue. Ça peut être justement le bon moment pour entreprendre ce qu'on appelle une thérapie systémique. La thérapie systémique, c'est la thérapie qui inclut tous les membres de la famille. Le malade, la malade peut consulter seul,
Mais parfois, c'est utile aussi que le conjoint consulte et puis parfois aussi les enfants. Oui. Ça peut créer un vrai lien. La thérapie, ça peut être aussi un espace de parole, d'écoute, où le psychologue est un petit peu utilisé comme un médiateur et où on peut dire des choses peut-être que l'on n'ose pas dire dans le cadre de la famille. Comment rassurer justement pour que pour les consultations chez le psychologue, parce que ça aussi c'est une autre histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire cette démarche d'aller voir un psychologue pour parler, pour s'extérioriser, pour se libérer justement. Quoique maintenant de plus en plus, je constate que les gens maintenant n'hésitent pas à consulter, mais pour les personnes par exemple en ce moment qui nous écoutent et qui ont ce besoin de parler, de consulter, mais qui sont toujours dans la peur ou dans l'appréhension. On ne fait pas que parler et discuter chez le psychologue. Le psychologue, c'est pas le copain ou la copine à qui on confie ses secrets et bien ses devant le tourments. micro, oui. Pardon. Le psychologue, c'est quelqu'un aussi qui connaît la mécanique du cerveau, qui connaît les émotions et qui va permettre aux personnes d'accéder peut-être à des choses auxquelles elles n'ont pas accès, de s'autoriser peut-être de ressentir, de vivre les émotions. Et puis quand on fait une thérapie, on apprend aussi à maîtriser des outils pour changer un petit peu la manière dont on fonctionne. L'objectif, c'est de changer ce que l'on a besoin de changer pour soi-même, en sachant que l'entourage en profitera aussi. Oui. Donc pas de tabou sur la thérapie. Après, l'important, selon moi, c'est de trouver la personne qui nous convient. Oui. Parfois, on peut expérimenter 1, 2, 3 thérapeutes ou psychologues avant de trouver la bonne personne. Il ne faut pas hésiter à chercher la personne qui va vous convenir. C'est le plus important. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Très bien. Message WhatsApp, un auditeur qui nous dit: quand ma mère a eu le cancer du sein, je l'ai accompagnée jusqu'au bout et j'ai encore des images très dures dans la tête. Oui, ben, c'est le traumatisme, bien sûr. Oui. Alors ça, on peut le traiter en thérapie, par exemple. Passer un petit peu pour passer un peu outre le trauma et puis continuer à avancer. J'espère que sa maman va bien aujourd'hui. On va voir la réponse dans quelques instants, le temps qu'ils nous écrivent. Message WhatsApp de nouveau. Alors, avant de lire le message WhatsApp qui se rapproche un peu de ce que je vais vous poser comme question, Valérie Godefroy, on a parlé du couple, des enfants, on a parlé des proches, mais du point de vue professionnel, côté travail. Alors, comment justement faire face à son quotidien au travail, le temps peut-être d'être en longue maladie, mais il y a quand même une période où on va travailler, ou bien il y a la rémission, ou après on reprend le travail. C'est pas toujours simple non plus. Non, c'est pas toujours simple. Il y a que ce soit pour les malades ou les collègues, pardon, puisque mais parfois bien sûr, on sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment faire. On n'est pas formé à ça. D'ailleurs, ça serait intéressant de former à ça dans le cadre professionnel. Moi, les femmes que je vois me confient qu'elles ont peur du jugement la plupart du temps. Elles ont vraiment peur d'être perçues quand elles reviennent, par exemple, ou même à l'annonce, comme moins compétentes, moins fiables. Elles peuvent aussi être mises à l'écart. Alors, le retour au travail après une longue maladie, ça peut déclencher vraiment une anxiété qui est forte parce qu'il faut rattraper le temps perdu. Et puis, il faut aussi prouver à ses collègues, à son employeur, qu'on est toujours à la hauteur. Donc, ça demande, à un moment où on est fragilisé, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Il peut y avoir aussi une baisse de la confiance en soi, ça c'est important. Certaines se sentent déconnectées, illégitimes. On peut aussi, suite au traitement, être victime de brouillard mental. Oui. C'est compliqué de se concentrer, on a des moments où l'esprit s'échappe un peu. Donc ça, ce sont des troubles de la mémoire et des difficultés de concentration, la fatigue mentale aussi, qu'on peut travailler par exemple en pratiquant la méditation. Et puis par rapport aux collègues, vous en parliez, la plupart du temps, les collègues sont bienveillants, mais tout comme les conjoints, ils savent pas toujours comment se comporter. Alors, il peut y avoir des maladresses. Soit j'évite le sujet, soit j'en parle trop. Ça peut renforcer du côté de la femme qui est malade un sentiment d'isolement. Oui. Et quand on a des postes à responsabilité et puis qu'on avait une certaine poigne, enfin je veux dire un caractère assez fort pour gérer son personnel, et qu'après on se retrouve fragilisé, donc forcément la manière de manager est différente. Est-ce que dans le cadre professionnel, bien sûr, ce côté maladie, rémission, on arrive à se remettre comme avant, ou alors on a aussi ce côté j'ai frôlé la mort, je suis là, merci, et puis maintenant je vois la vie autrement, et puis j'ai une autre façon de me comporter avec les autres. Mais complètement.
il y a environ 30 à 40% des femmes qui rapportent des séquelles psychologiques durables, de l'anxiété et, comme vous le dites, la peur de la récidive. Les femmes que je reçois, moi, en consultation, toutes, sans exception, elles ont peur de ça. Elles ont vraiment peur de ça. Et la difficulté, c'est qu'elles sont entourées souvent, dans leur parcours de soins, d'autres malades, dont certaines meurent, appelons les choses par leur nom. Oui. Donc il y a une grande anxiété par rapport à ça qui est légitime. Vous disiez, on peut être dégradé dans le travail, mais ça peut aussi, cette maladie, permettre de faire émerger des questions existentielles. Est-ce que ce travail est encore fait pour moi ? Est-ce que finalement, j'en profite pas pour me réorienter et pour me diriger vers quelque chose qui aurait plus de sens pour moi ? Donc ça peut être quelque chose qui permet aussi de changer la direction de sa vie, et ça peut être très positif. Alors on l'a dit tout à l'heure, les seins, ça représente quand même la féminité. Pour certaines femmes qui ont un sein en moins, parfois même les deux, ça aussi psychologiquement c'est un gros choc quand même. Il y en a qui se remettent de cette maladie, mais qui ont toujours les cicatrices, justement. Comment ça se passe, justement ? Quels sont les besoins fondamentaux d'une personne qui s'en sort d'un cancer du sein ? Alors, les besoins fondamentaux d'une personne qui se sort d'un cancer du sein, c'est d'abord, alors pendant la maladie et après la maladie, ça restera toujours l'écoute. Il faut que la personne puisse verbaliser sa peur, sa colère, son incompréhension, que sais-je encore, sans avoir peur d'être jugé ou interrompu. C'est vraiment ça le plus important. Et du côté des conjoints ou de la famille, ou même aussi des collègues, faire attention à ne jamais minimiser ce que ressent la personne. Tout ce qu'elle ressent est légitime. Tout ce qu'elle ressent est légitime. Donc, on ne cherche pas à rassurer à tout prix. Oui. Parfois, la présence suffit. On écoute, on acquiesce, mais on ne donne pas son avis ou on ne cherche pas à rassurer à tout prix. Ça peut être contre-productif, ça peut être toxique de rassurer à tout prix. Et puis l'autre besoin fondamental pendant la maladie, c'est vraiment la stabilité. Il faut continuer à avoir des repères, il faut continuer à sortir avec les copines, il faut continuer à aller marcher, il faut continuer à faire ce qu'on avait plaisir à faire avant. C'est ce qui rassure, ce sont les visages familiers, les routines. Tout ça doit absolument continuer. Et puis par rapport à l'entourage aussi, ce qui est important, c'est l'accompagnement par rapport à l'écoute, par rapport à la psychologie, mais aussi le soutien concret. C'est-à-dire pour les repas, pour les courses, pour les enfants. Est-ce que tu as besoin que j'aille faire une course pour toi ? Est-ce que tu veux que j'aille chercher les enfants à l'école ? Parfois, quand on est malade et qu'on est déjà diminué, on n'ose pas demander de l'aide. Donc, on n'attend pas que la femme malade nous demande de l'aide, on propose son aide. Est-ce que tu as besoin que je fasse ceci ou cela pour toi ? Ça, c'est très, très, très important. Et souvent, un coup de main vaut bien plus qu'un grand discours. Et puis, on se souvient aussi qu'une femme malade n'est pas que malade, qu'elle reste une femme, qu'elle a besoin de continuer à être regardée comme une femme, une mère, une amie, une collègue, enfin une personne à part entière. Puis c'est vrai qu'il y a cette résilience, cette force de vouloir combattre cette maladie, et on voit des femmes qui arrivent très bien, qui se prennent en main et qui se disent moi je vais la vaincre cette maladie, et on voit qu'elles y arrivent. Il y en a qui vraiment se relèvent, mais alors qu'on ne pensait pas du tout. Et s'il y a des femmes dans ce cas qui nous écoutent, je leur tire mon chapeau et je les félicite grandement, parce que c'est un sacré combat quand même, cette maladie, parce qu'il y a même la famille, certes, il y a les proches, mais c'est quand même un combat personnel. C'est un combat intime, personnel et intime. Les femmes sont très résilientes, les femmes sont combatives. En tant que femme, je trouve qu'on apprend dès notre plus jeune âge à être combatif, peut-être un peu plus que les messieurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est mon point de vue, très personnel. Par rapport aux chiffres, il faut garder à l'esprit quand même que les taux de survie augmentent. Par exemple, le taux de survie à 5 ans est d'environ 88%. En fonction, bien entendu, du stade de la maladie et du moment où elle est prise. On est bien d'accord. Mais 88%. Donc, on a toutes les chances de s'en tirer. Ça sera difficile, mais on a quand même une perspective de survie qui est importante. Un message WhatsApp. Alors là, c'est concernant le travail. Donc, j'ai dû affronter le regard au travail. Certains collègues ne savaient plus comment me parler. Et avec mon patron, c'était difficile car il craignait que je sois trop souvent absente. Eh oui. Alors, il faut quand même un petit peu rappeler ce que dit la loi aussi par rapport au travail. On bénéficie d'un droit à la protection contre la discrimination.
et une obligation de la part de l'employeur de proposer, si c'est nécessaire, un aménagement du temps de travail, un aménagement aussi des commodités de travail. Et puis il existe des dispositifs comme l'ALD, l'affectation de longue durée, et le mi-temps thérapeutique. Je suis en ce moment une femme qui bénéficie d'un mi-temps thérapeutique. Ça lui permet tout à la fois de se reposer, de continuer ses traitements, et puis de maintenir une vie sociale avec des collègues. Alors, ça génère une grande fatigue, mais ça laisse aussi un pied dans l'entreprise, et c'est très très important aussi pour la reconstruction et pour l'avenir. C'est motivant. C'est motivant. Et puis pour la beauté de la femme aussi malade, qui va s'acheter sa perruque, qui se maquille, qui essaye justement de garder sa féminité malgré cette maladie. On a souvent des regards aussi. Oui, elle est malade. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? À qui elle veut plaire en faisant cela? On va lever ce tabou également. Ces jugements un petit peu trop dur par rapport à ces femmes qui demandent simplement de vivre et de se sentir bien dans leur peau malgré ce parcours difficile. Oui. Alors la femme, elle essaie d'abord de plaire à elle-même. Soyons très clairs. Quand on fait de la chirurgie reconstructrice, quand on fait des séances de kiné pour restaurer un peu des cicatrices, quand on va voir un spécialiste pour avoir une perruque adaptée, on le fait certes pour les autres, mais je suppose et je crois que les femmes le font d'abord pour elles-mêmes. C'est quand même extrêmement violent, les mastectomies, les tumorectomies, les reconstructions. La perte d'un sein, la modification de la poitrine, c'est quand même un sentiment de mutilation qui provoque une altération de l'image corporelle qui est quand même très très importante. Comme je disais tout à l'heure, on touche vraiment à la féminité. Le sein, c'est la féminité, c'est la maternité. Et on a une image de soi-même qui est dégradée. Donc, avant de chercher à plaire à l'autre, on essaie de retrouver soi-même une image qui soit le moins dégradée possible. On essaie d'avoir à nouveau accès à sa féminité, se réapproprier son corps. Alors ça prend du temps, c'est difficile, mais c'est possible. Chaque petit geste compte, chaque petit pas compte. Ouais, ça c'est vrai que la discussion, la communication, c'est très important parce que les proches, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le pire, ils pleurent, ils s'effondrent, ils se disent on a très peu de temps à passer ensemble, faudrait qu'on en profite au maximum, alors que la malade, elle se dit mon heure n'est pas arrivée, je compte me battre jusqu'au bout contre cette maladie. D'un côté l'optimiste et de l'autre le pessimiste. Psychologiquement, comment affronter tout cela, Valérie Godefroy, psychothérapeute? Alors le côté pessimiste ou le côté optimiste, chacun fait un petit peu du mieux qu'il peut. Comme je vous disais tout à l'heure, la présence stable et l'écoute, c'est ça qui est le plus important. Et ne jamais, jamais, jamais minimiser le ressenti de la femme qui est malade. On peut être maladroit, c'est pas grave, mais au moins faire quelque chose, faire un pas. Si on ne dit rien, la personne pense qu'on s'en fiche. Si on en fait trop, c'est infantilisant. Donc c'est dans le dialogue qu'on arrive à trouver peut-être un rythme qui va convenir à chacun, puisque comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, pour les conjoints aussi, c'est compliqué, c'est difficile. On ne sait pas comment faire, comment soulager la personne malade. La malade peut aussi se replier sur elle-même, ne pas oser, vouloir se montrer forte. Ça, c'est un mot sur lequel je reviens parce que ça veut tout dire et rien dire. Tu es forte, sois forte. Non, là, je ne suis pas forte en fait. Je suis fragile, et j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de soutien. Mais je ne vais pas te le dire et je ne vais pas te le montrer, puisque par le passé, j'ai peut-être donné de moi l'image de quelqu'un justement qui est forte. Donc, on a le droit à un moment donné du parcours de se montrer faible, on a le droit de se montrer vulnérable, et puis on reprend la main. Mais il ne faut pas confondre faiblesse et fragilité. C'est légitime d'être fragile quand on vit quelque chose comme ça, qui est quand même c'est une déflagration. Oui. C'est une déflagration. Absolument. Donc on a le droit d'être triste, perdu, désorienté. Et puis une fois que cette période-là est passée, on reprend le combat. Un autre message WhatsApp. Mon épouse, quand elle a appris son cancer, voulait se faire soigner en France. Et moi, je ne pouvais pas la suivre. Donc, il y a eu un éloignement durant toute sa période de soins. Éloignement difficile et peut-être éloignement... C'est parfois dans l'éloignement qu'on resserre et qu'on retisse les liens. Oui. Aussi bizarrement que ce soit. Donc après, chacun fait du mieux qu'il peut. Comme je disais tout à l'heure, l'important aussi, c'est que la personne ait peut-être pris avant des mesures pour réussir à passer des moments où elle est un petit peu plus seule,
sans avoir besoin de recourir à des tiers. Alors là, c'est vraiment soi avec soi. C'est ça aussi qu'on travaille notamment en thérapie. Comment trouver soi-même les ressources pour affronter tout un tas de situations seul. Alors quand on est accompagné, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, c'est sûr. Autre réaction sur notre ligne WhatsApp 06 90 11 11 10. Les médecins nous ont dit qu'il restait 3 jours à ma mère et effectivement, après 3 jours, elle est décédée. Mais de la manière dont ça a été annoncé, était tellement violent que voilà, il y a encore de la souffrance par rapport à cela aujourd'hui. Un deuil qui n'arrive pas à faire. Oui. Je pense que dans ce cas en particulier, la manière dont l'annonce est faite conditionne le deuil qu'on va pouvoir faire par la suite. C'est, comme je disais, les médecins ne sont pas formés à ça. Donc on vous annonce ça comme on annonce quelque chose qui est banal. C'est toute votre vie qui vole en éclats quand vous recevez une nouvelle comme ça. Et 3 jours, on peut pas se préparer, c'est extrêmement violent. C'est dans ce cas-là, par exemple, aussi que la personne peut se faire accompagner dans son processus de deuil, si tant est qu'on puisse faire le deuil. Le deuil. Maman. Après, c'est assez propre à chacun. Oui, et c'est justement ce qui fait mal aussi, parce qu'on associe forcément le cancer au deuil, à la mort, alors qu'on rappelle qu'il y a des femmes qui s'en sortent, et il y a des femmes qui sont encore là et qui peuvent encore témoigner, qui racontent leur parcours. Voilà, c'est justement, il y en a parmi elles qui peuvent nous écrire et nous raconter un petit peu, même en quelques mots, qu'elles sont bien là et qu'elles sont heureuses d'être avec nous et qu'elles ont vaincu ce cancer. Alors malgré le fait d'avoir vaincu le cancer, on a quand même besoin de se faire psychanalyser un peu ou pas, selon vous? Alors, psychanalyser, je ne pense pas. Accompagner, oui, pour trouver des ressources, pour peut-être percevoir la situation sous un angle qui aurait pu nous échapper jusqu'alors. C'est en ça que c'est intéressant, la thérapie. La thérapie, en fait, ça ouvre des perspectives qu'on ne voit pas soi-même seul. Donc, on ouvre des pistes et on essaie d'amener la personne à réfléchir différemment et puis souvent aussi à se remettre en action, à se remettre en selle, à accéder à des parties d'elle-même peut-être qu'elle avait mises de côté ou oubliées pour rebondir sur la féminité. On peut pendant un pan de sa vie avoir mis de côté sa féminité et puis le cancer du sein, ça peut être un moment de justement de se réapproprier ça. Moi, j'ai rencontré il y a un moment déjà des femmes qui s'étaient remises à la danse, à la salsa, par exemple, à la bachata, suite au cancer du sein. C'est des choses qu'elles n'auraient jamais imaginé faire avant. Et on parle de thérapie. La thérapie, c'est pas que la thérapie chez un psy. La thérapie, ça peut être aussi la danse, ça peut être le sport, ça peut être le chant aussi, très très important dans la reconstruction. Effectivement, parce que c'est là qu'on se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil en fait, et puis que on a envie de vivre intensément. Voilà. Alors il y a des auditeurs qui disent qu'ils essaient de nous joindre sur la ligne. Alors je rappelle le numéro, c'est le 05 90 96 27 27. Il y en a qui souhaiteraient intervenir à l'antenne. Donc 05 90 96 27 27. Il y a Philippe Curassier qui est là et qui réceptionne tous vos appels. Donc nous parlons ce soir du cancer du sein, mais d'un point de vue psychologique. Après le diagnostic, comment ça se passe au sein du couple, des enfants, de la famille, du travail. On essaye un petit peu de lever les tabous sur tout cela. Et nous avons Jean-Claude de Goyave au standard. Bonsoir Jean-Claude, bienvenue. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Céline. Bonsoir, en fait, ravi de vous accueillir. Oui, je suis professionnel de santé et votre émission me parle, je suis médecin. Et je prends l'émission en cours. Je ne sais pas si on a abordé un sujet qui me traumatise à chaque fois. C'est nos patientes qui ne font pas de mammographie par peur du diagnostic. Oui. On n'en a pas parlé justement. C'est vrai qu'il y a cette peur aussi, qui revient souvent, qu'on entend souvent. Voilà, la peur du diagnostic, alors que comme vous l'a dit votre psychothérapeute, 88 aujourd'hui, le cancer du sein est un cancer qui se guérit dans la majorité des cas lorsqu'il est pris très tôt. Donc vraiment, il faut que par le biais de votre canal, que les femmes se fassent dépister. Ah ben c'est bien que vous le disiez, docteur, mais vraiment que vous le disiez très bien, parce que cet après-midi encore, sans vous couper, j'en discutais avec une amie qui me disait mais qu'est-ce que j'ai peur de faire cette mammographie. Elle me disait que justement qu'elle avait un rendez-vous aujourd'hui, qu'elle n'avait pas sa carte vitale, qu'elle n'a pas pu faire le truc, mais qu'elle était très heureuse de ne pas l'avoir fait parce qu'elle pense pas pouvoir acquiescer le coup si on lui dit qu'il y a un problème. Mais de lui dire
un problème. Je veux dire, aujourd'hui, la médecine a très évolué. On a des diagnostics précoces, des thérapies extraordinaires. J'ai 60 ans. Quand j'étais étudiant, entre ce que j'ai connu et ce que je vois maintenant, 30 ans après, ça n'a rien à voir. Oui. Donc, il faut vraiment que nos patientes soient vraiment à l'aise, se faire dépister. Et il y a une chose, je ne veux pas garder l'antenne trop longtemps, c'est que, en fait, il y a aujourd'hui, on a un organisme qui envoie aux patientes entre 50 et 74 ans une invitation à faire une mammographie de dépistage totalement gratuite. Donc, et il y a des patients qui malheureusement ne s'en servent pas. Et ça, c'est dommage. Et en plus, on a des patientes qui ont des antécédents de cancer du sein familial. Donc, on a ce qu'on appelle l'oncogénicité, où on a tracé des gènes dans des familles où malheureusement des familles de femmes, des femmes ont un gène qui les prédispose au cancer du sein. Donc il faut vraiment et le pire, ce qui est dramatique, c'est que c'est un cancer, quand il est pris tôt, il se guérit. C'est important de dire, il se guérit. Voilà, alors, docteur, il se guérit. Il y a quelque chose qui revient aussi, c'est des femmes qui ont fait cette mammographie et qui disent ça fait tellement mal que, sincèrement, s'il faut refaire encore une mammo, je pense pas que je pourrais y aller. Écoutez, avant d'être un médecin, je suis un homme, je suis un époux, un compagnon, et la femme qui partage ma vie m'a dit la même chose. Non, ça ne fait pas mal, tout est dans, dans la douceur, c'est un geste. Aller faire une mammographie, on est déjà dans l'appréhension. Donc, si on a en face de soi, excusez-moi du terme, souvent ce sont des femmes qui sont des manipulatrices de radiologie. Si elle est douce, elle est attentive, elle vous rassure, elle vous prépare, mais ça va bien se passer, ça va être douloureux, mais mais si vous avez en face de vous une sorte désolé, de monstre qui ne fait que vous appliquer l'appareil sur votre sein de manière brutale, sans douceur, il est clair que vous n'avez pas envie d'y retourner. En tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, on leur lance un appel. Soyez plus douces, mesdames, quand même, parce que c'est vrai que, sincèrement... Il faut vraiment que les manipulatrices radio qui font des mammographies soient... le sein, je suis le repère de 3 filles. Et je sais ce que c'est la féminité. Le sein, c'est un marqueur de la féminité. Et le sein ne doit pas être pris à la légère. Donc quand une femme va faire une mammographie, il faut qu'elle soit accueillie avec une sorte de courtoisie, avec une sorte d'élégance, en disant, écoutez madame, voilà, vous faites une mammographie, mais lorsqu'une femme arrive dans un cabinet de radiologie et qu'on lui fait une mammographie, comme si on lui fait une radio du genou, ce n'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais absolument, ce n'est pas pareil. Et ce que je voudrais dire, pour en finir, c'est que le sein, c'est la féminité, c'est la maternité, c'est l'instinct d'une femme. C'est un organe qui est une projection de la féminité en tant qu'organe de séduction, mais aussi en tant qu'organe de procréation et en tant qu'organe d'allaitement, de nourrir. Donc c'est un organe qui est très important, qu'on ne doit pas, une mammographie
ce n'est pas une radiographie du genou ou de la cheville. Très bien, on l'entend bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci pour cet appel. Ça nous a fait du bien d'entendre cela, que le cancer du sein se guérit quand il est pris en charge très tôt. Et c'est important qu'on entende ce soir sur l'antenne. Merci, docteur. Alors, nous avons d'autres appels sur la ligne. Valérie Godefroy, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, psychologiquement parlant, sur la féminité du sein. C'est comme disait Jean-Claude, bien entendu. Le sein, c'est le symbole de la féminité, de la maternité, de l'allaitement. On revient sur l'importance du dépistage précoce. Comme l'a dit le docteur, le dépistage, c'est gratuit. Oui. On reçoit, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, une invitation. Il suffit de prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie, on se présente, on vous fait la mammographie. Comment se déroule une mammographie ? Vous allez chez votre gynéco, avant ça. La gynéco, dans le cadre de votre suivi, elle vous palpe le sein. Elle peut vous montrer aussi comment faire de l'autopalpation, par des mouvements un petit peu, comment réussir à appréhender si on a une grosseur ou pas. La mammographie en elle-même, c'est un examen où vous êtes dans une pièce avec, a priori, la plupart du temps, une femme. On dispose votre sein sur une espèce de plaque et on le presse. C'est inconfortable, désagréable, je ne dirais pas douloureux pour l'avoir vécu moi-même en réalité. Oui. C'est très désagréable. Ça n'est pas douloureux, c'est extrêmement rapide et vous avez affaire aussi à des manipulateurs radio qui sont bienveillants. Ensuite, vous avez une consultation avec un médecin qui examine les résultats et qui vous donne un pré-diagnostic, qui vous dit notamment si tout va bien. Là où c'est très important, c'est ce qu'a dit Jean-Claude aussi, le dépistage, quand on a un antécédent, c'est obligatoire. Enfin, vraiment, c'est obligatoire. Très bien. Oui. Et il y a Jocelyne qui patiente depuis un moment au standard. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir. Merci d'avoir patienté, voilà. Merci. Je vous appelle pour vous dire qu'effectivement, le cancer, c'est quelque chose qui se guérit. On a perdu Jocelyne. Jocelyne, rappelez-nous 05 90 96 27 27. Entre-temps, je lis quelques messages WhatsApp. Bonsoir, c'est vrai, on écrase les seins, ça fait très mal, qu'elle dit. Ce que le médecin dit n'existe pas en Guadeloupe. La bienveillance quand on va faire la mammographie. Bon, on a retrouvé Jocelyne. Bonsoir. Ah non, c'est Aline cette fois. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir. Bienvenue. Aline, oui. Des Abîmes. Voilà, en fait, j'appelais rapport à l'intervention du médecin de tout à l'heure. Oui, on vous écoute. Voilà, j'avoue, je me suis sentie un peu outrée que ce médecin se permette de dire que l'examen n'est pas douloureux. Oui, allez-y, continuez. C'est un examen extrêmement douloureux parce que, surtout pour des gens comme moi, qui ont une toute petite poitrine, c'est extrêmement douloureux parce qu'on se fait écraser des seins, le sein, pour pouvoir avoir une bonne image. Mm-hmm. Je suis une infirmière. J'ai une toute petite poitrine et je vous assure que ça fait des années que je n'ai pas fait le test parce que j'ai encore les souvenirs de la douleur que j'ai subie les années précédentes. Alors, vous voyez, Valérie Godefroy, voilà, c'est propre à chacun. Et puis, le fait de retenir la douleur aussi. Ah, bah, évidemment. Parce que là, sincèrement, après, il y a encore la peur. Merci beaucoup, Aline, pour votre appel. Merci. Restez à l'écoute. Il y a Lily de Bemao qui dit qu'elle a fait sa mammo. Ça fait presque 20 ans qu'elle en fait et qu'elle n'a jamais ressenti de douleur et que ça a toujours été fait en douceur. Donc, vous voyez que c'est propre à chaque femme en fonction. Nous allons accueillir Jocelyne qui est revenue. Bonsoir, Jocelyne. Oui, bonsoir. Je vous appelle juste pour vous dire que le cancer du sein, c'est quelque chose qu'on peut guérir. Ça fait 23 ans et demi qu'on a découvert que j'avais un cancer. Donc, je suis partie en métropole. On m'a fait les soins conservateurs. Ils ont enlevé la tumeur, chimio, radiothérapie. Ils m'ont mis pendant 5 ans en observation. La 5e année, la 6e année, la petite bête se représente. Donc, je suis repartie en métropole. Là, on a fait l'ablation. Après l'ablation, on m'a mis les prothèses PIP. Et justement, à cette période-là, c'était l'Institut Gustave qui m'a rappelé pour me dire qu'il faut qu'on enlève... Il y avait un problème avec ces prothèses, on s'en souvient. Exactement. Le grand scandale des prothèses. Ouais. Voilà, on m'avait donné une prothèse. Donc, je suis retournée. Donc, on m'avait dit que c'est enflammé, on ne l'aurait pas enlevé avec ça. Mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai toujours suivi avec l'oncologue ici. Je vous dis que ça fait aujourd'hui 23 ans et demi
que j'ai été opérée. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai que j'avais ma fille qui vivait en métropole. C'était très bien. Que après, le médecin m'avait mis en Guadeloupe. Je suis retournée en Guadeloupe avec le protocole que j'ai fait ici. J'ai fait 6 séances de chimio. La première année, 6 séances. Après les 5 ans, j'en ai fait 6. Je me portais correctement parce que je suivais le petit régime. J'ai voulu reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. J'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique. Une fois par an, ça me fait quand même 23 ans et demi. Ça ne m'empêche pas qu'une fois par an, on fait un bilan. On fait une prise de sang. Et tous les 2 ans, on fait un contrôle. Moi, le médecin m'a dit que vous êtes guéri. Mais ça se guérit. Par contre, j'étais assez coquette. J'avais ma perruque. J'allais chez le podologue. Je ne me suis jamais négligée. Et à mon travail, j'étais bien acceptée. Que quand j'ai repris, on m'avait demandé est-ce que je voulais rester, comment ça se passait. Donc, c'est pour vous dire que le cancer, pris à temps, ça se guérit. Je suis partie pour être au début, je suis allée à Bémarou. Quand le médecin m'a vu, le médecin m'a dit vous avez une tumeur. Mais du jour comme ça, je suis rentrée au bureau, je pense à une collègue, me dit mais le médecin n'a pas dû t'informer. Ça, j'ai dit mais il est là, pourquoi me dit qu'il n'est pas là? Et je suis partie et je vous dis aujourd'hui me donne 23 ans et demi que j'ai eu un cancer. Donc ça guérit. Pris à temps, on guérit. Voilà. Bravo. Ça fait du bien d'entendre des témoignages comme ça. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci. Très belle soirée. Des appels au standard. On va accueillir Françoise. Bonsoir Françoise, bienvenue. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, alors je vais juste intervenir sur certaines choses que j'ai entendues là. Alors déjà, j'ai eu autour de moi 2 parents qui ont été atteints du cancer, tous les 2 guéris. Donc ça s'est très très bien passé, j'étais très bien entourée. Je pense que ça c'est très important. Mais aussi moi, j'ai entendu une dame intervenir et dire que ça fait très mal. Alors moi j'ai déjà fait 3 mammographies. Mais je vous assure que ça ne m'a fait absolument pas mal. C'est vrai qu'on écrase le sein, mais écraser, bon, on n'apathie pas quand même. Mais c'est vraiment pas douloureux. Il faut dire aussi, comme j'ai entendu le médecin intervenir, dire que une mammographie, ce n'est pas non plus une radio du genou, ouais. Du genou. Je vous assure que j'ai eu affaire avec une petite dame dans un centre commercial de Jarry. Oui. Mais c'était franchement, très, très, très agréable. J'ai même un plaisir à faire une mammographie tellement elle a bien fait son travail. Très, très, très bien fait. Eh ben, c'est bien d'entendre ça. C'est bien. Voilà. Merci de le dire, Françoise, parce que ça rassure beaucoup de personnes qui ont peur de faire cet examen. Merci, Françoise. Merci. Alors, une autre réaction sur la ligne WhatsApp. Bonsoir, j'ai 58 ans. Depuis mes 50 ans, je fais ma mammographie tous les 2 ans avec l'invitation. Je n'ai jamais eu mal. Au mois de juillet, j'ai eu affaire à un monsieur qui était bienveillant. Tout s'est bien passé. Signé Claude de Sainte-Anne. Alors, c'est bien d'entendre quand même ça aussi, parce qu'il y a toujours des craintes, des peurs. Oui, mais il ne faut pas non plus minimiser la douleur des femmes pour qui ça a été difficile. Ça a été difficile, bien sûr. Il y a des femmes pour lesquelles ça se passe bien. Oui. Il y a des femmes qui ressentent un inconfort, une gêne, et il y a des femmes pour lesquelles c'est extrêmement douloureux. Donc on respecte aussi celles qui ont mal. Qui ont mal, bien sûr, bien sûr. Alors sachez, très chers auditeurs, que le 2 octobre, dans l'émission Sans Tabou, le jeudi, c'est santé intime, et le docteur Ploko Stanila sera présente, comme tous les jeudis soirs, et on parlera du cancer du sein, mais sur l'aspect médical. Et là, vous pourrez intervenir aussi et poser toutes vos questions. Là, on est sur l'aspect psychologique, et jeudi, on sera plus sur l'aspect purement médical. Alors, des réactions sur la ligne WhatsApp. Je lis en direct, Valérie Godefroy. Bonsoir, on parle de gratuité de la mammographie. J'ai fait la mienne au mois de février à un centre de radio à Mornalo. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de résultat. Je suis retournée il y a quelque temps, il m'a pas répondu. Je lis. Maintenant, les résultats sont plus longs. Je lis. Et puis, il y avait quelque chose. On vous aurait déjà contacté. Je trouve ça dommage. Voilà. En tout cas, elle nous remercie pour cette émission. Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce petit message. Donc, c'est vrai que ce soir, nous parlons de l'aspect psychologique, de l'annonce du cancer du sein au sein du couple, de la patiente, des enfants, du travail.
le cancer souvent associé au deuil, alors qu'on nous dit que le cancer, donc il faut peut-être casser cette idée reçue que cancer égale mort. Des témoignages de personnes qui nous ont dit je m'en suis sortie, comme Jocelyne, qui a un témoignage très touchant, 23 ans qu'elle a su qu'elle avait ce cancer, elle s'en est remise. Sa féminité, elle l'a pas laissée de côté, elle continue à se faire coquette. Est-ce que c'est inné, ça, c'est en soi d'avoir ce mental d'acier? Est-ce que aussi le mental aide à battre cette maladie? Je suis intimement convaincue. Oui. Le mental détermine énormément de choses. La motivation qu'on va mettre aussi dans ce qu'on va mettre en place. On peut l'avoir de manière innée, ce mental, mais on peut aussi aller le chercher et le travailler et se découvrir des ressources et un mental, comme vous dites justement, qu'on n'avait peut-être pas soupçonné. Et c'est en ça que cette épreuve-là peut apporter aussi quelque chose, si on peut dire, peut-être pas de positif, mais qui va aider pour la suite de la vie, à découvrir des facettes de soi peut-être qu'on ignorait. En tout cas, c'est très bien le mois d'octobre de le consacrer à ce cancer du sein, à la prévention. Toute l'année d'ailleurs, on devrait faire un petit peu plus souvent des émissions sur ce thème. Pourquoi est-ce que justement les personnes à qui on annonce brutalement qu'elles sont atteintes de la maladie, on a l'impression que elles se remettent mieux que celles à qui on le dit avec plus de douceur, non? C'est une idée reçue? Je sais pas si c'est une idée reçue. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. À chacun. Il y a des personnes qui préfèrent se voir annoncer les choses sans prendre de gants. Parce que j'ai des témoignages de femmes qui disent heureusement qu'il me l'a dit d'une manière aussi brutale. Ça m'a fait un choc, ça m'a réveillée. Et puis j'ai commencé mon combat et j'ai rien lâché jusqu'au bout et je m'en suis sortie. Alors, tout dépend ce qu'on met derrière brutalité. On peut annoncer la chose en appelant les choses par leur nom. Par contre, on peut être un minimum empathique et bienveillant. Ça n'enlève rien au choc de toute façon. Après, ce que l'on reproche parfois, c'est la froideur du médecin peut-être qui peut annoncer ça en manquant peut-être un petit peu d'empathie. C'est de ça dont il est question. Mais sinon, de toute façon, l'annonce est un choc. Il y a les auditrices qui nous disent qu'elles aimeraient bien entendre le témoignage d'un homme à qui sa femme lui annonçait qu'elle avait un cancer du sein. Ça peut être intéressant, ça, messieurs, si vous nous écoutez et que vous avez été confrontés à cela, n'hésitez pas à témoigner, à nous appeler au 05 90 96 27 27. Alors, les répercussions, justement, on en a parlé, du point de vue familial, chez les enfants, et puis également au sein du travail, mais au sein de la famille, justement, revenons sur la famille, c'est déjà un peu moins personnel, entre guillemets, que le couple en lui-même et les enfants. Quand je parle de la famille, je parle par exemple des frères et sœurs, des tatas, des tontons, voilà. Est-ce que c'est un combat qui se vit seul avec ses enfants et son mari, ou alors est-ce que la famille en elle-même peut être aussi impliquée dans ce combat ? La famille peut être impliquée si on l'y invite. La famille peut être impliquée si elle demande à être impliquée. Une fois encore, c'est le respect de la personne malade qui prime. Donc on lui demande si on a besoin d'aide, on lui demande si on a besoin, si notre présence est importante à ses yeux ou pas. Ne pas être trop intrusif, ne pas être trop en retrait. C'est vraiment une question de dialogue et d'écoute et d'observation de la personne. Si c'est une sœur ou un frère, vous connaissez votre sœur, vous voyez si elle change de comportement, si elle s'isole, si elle marque une déprime, c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut s'asseoir à côté d'elle et lui demander si on peut lui apporter de l'aide. Donc rester toujours à l'écoute de la personne. Il y a beaucoup de questions sur la maladie en elle-même, mais je rappelle aux auditeurs que jeudi, RCI fait une journée complète. Jeudi, la rédaction, les différentes émissions seront consacrées au cancer du sein et que toutes vos questions, tous vos témoignages seront les bienvenus durant toute cette journée du 2 octobre. Alors, une autre question, Valérie Godefroy. Alors, on dit que le cancer se guérit si on s'y prend tôt. Mais comment justement pallier aux peurs des femmes qui n'osent pas justement faire cette mammographie, même si on leur dit si vous le faites, mieux vaut le faire et savoir que vous avez quelque chose et vous soignez très tôt que de laisser faire et puis après qu'il soit trop tard justement pour guérir de la maladie. Comment vaincre cette peur de faire l'examen ? Le principe avec la peur, il n'y a qu'une seule façon de vaincre la peur, c'est de la transmuter, c'est de passer outre. Donc j'ai très peur de faire ma mammographie. Cependant, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais y aller et je jugerai sur le moment si j'ai eu raison ou non d'avoir peur. Je reprends mon exemple personnel parce que je l'ai vécu. J'avais
extrêmement peur de faire cette mammographie parce que j'ai entendu beaucoup de choses désagréables. J'y suis allée à contre-cœur, j'y suis allée en étant aigrie et sur mes gardes, prête à dire à la personne qui aurait pu me maltraiter qu'elle ne faisait pas bien son travail. Et puis en réalité, ça s'est très bien passé. Oui. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'expérimenter pour savoir. Donc pour toutes les personnes, toutes les femmes qui auraient peur, prenez rendez-vous, allez-y et peut-être que vous serez rassurés. Pour d'autres, bien entendu, peut-être que ça se passera moins bien. Il n'y a pas de règle absolue. Mais la seule façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. Ou alors on est dans le déni, on fuit et on fait pas la mammographie et on développe une maladie qui peut-être ne se guérira pas au moins bien. Ça serait dommage. Un autre message avant de conclure. Donc une auditrice qui nous dit que elle a su qu'elle avait ce cancer suite à une... Qu'est-ce qu'elle nous écrit? Alors attendez que je lise. Suite à une visite à la médecine du travail. Oui, bien sûr. C'est possible. Ça peut être une visite chez le gynéco, à la médecine du travail, chez son médecin traitant. Ça peut être aussi quand on prend sa douche et qu'on se palpe et qu'on sent une grosseur. Il y a plein de moyens d'être alerté. Une petite note positive, Valérie Godefroy, concernant le cancer du sein après le diagnostic, avec la famille, le couple et le travail. Les 88% de guérison possible après 5 ans. Après, ça peut être vraiment un moment de sa vie où on se reconnecte à soi, sa féminité. On peut recréer aussi une cellule familiale. Il y a l'aspect négatif où on peut considérer que tout va exploser, mais il y a aussi ça, il y a des liens qui peuvent se resserrer. Une des auditrices l'a dit tout à l'heure. Ses 2 parents ont été malades, alors c'était peut-être pas du cancer du sein, en tout cas pour sa maman, mais la famille était là, a fait corps autour et on peut découvrir des personnalités aussi. Des personnes qu'on ne soupçonnait pas et qui sont bienveillantes, empathiques et ça peut être un côté très positif de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux hommes qui sont face à cette maladie et qui ne savent pas comment s'y prendre et puis souvent qui sont déserteurs au lieu d'être présents? C'est toujours pareil, aux hommes, soyez là, soyez présents. Parfois en silence, il n'est pas toujours ni nécessaire ni utile de parler. Soyez présents, accueillez les émotions. Ne cherchez pas à donner de conseils ou de solutions. Voilà, c'est ça le plus important, la présence fiable, stable, sans jugement, juste accueillir. Très bien. Alors, pour conclure, Valérie Godefroy, à l'annonce du diagnostic, c'est clair que c'est un moment bouleversant, que ce soit pour la personne concernée ou aussi pour les proches. Et on en a bien parlé durant toute cette émission. Mais il faut qu'on souligne quand même, encore et encore, l'importance du soutien psychologique et de l'écoute pour conclure. Oui, tout à fait. On ne le dira jamais assez, de toute façon. Prendre soin de soi, c'est essentiel. Avant, pendant, après la maladie. Et ce message-là s'adresse autant aux femmes qu'à leur entourage. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels et à vous accorder des moments de répit. Et puis, j'aimerais dire aussi, ce soir, on a beaucoup parlé des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Mais il y a aussi des femmes qui souffrent du cancer des ovaires, des cancers de l'utérus ou de tout type de cancer. Oui. Donc, on pense à elles aussi. Elles ne sont pas seules. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et comme je le dis toujours, souvenez-vous de ne pas vous juger trop sévèrement, de ne pas juger l'autre trop sévèrement. Restez bienveillant avec vous-même et acceptez aussi d'être imparfait. Merci pour cette belle conclusion, Valérie Godefroy. Demain, c'est mardi. Sexo. Ce sera avec notre coach en sexualité, Livia Quero. Et on va parler d'un sujet très intéressant. Ce sera le consentement, la base d'une sexualité respectée et épanouie. Donc, soyez au rendez-vous demain. En parlant de demain, justement, le comment ça cache, 1500 € à gagner dans le comment ça cache, le mot de passe, c'est Zouk. Donc, vous envoyez cash, C-A-S-H, au 97 777. Le mot de passe, c'est Zouk. Et la cagnotte est de 1500 € avec Rio, qui vous appelle à 12h30. Puis, à 22h sur RCI, l'heure du crime, suivi des grosses têtes ce soir. Je vous souhaite une douce nuit. Je vous dis à demain. Et Valérie Godefroy, à lundi. À lundi prochain. Lundi prochain, pour un nouveau sujet. Lundi prochain, ça sera la semaine des seniors. Exactement. Donc là, on va s'axer un petit peu sur les personnes âgées, on va dire, entre guillemets, sur le grand âge. Voilà. On peut même dire que le thème, ce sera donc mieux vieillir dans son corps, rester jeune dans sa tête. Voilà, je crois que c'était ça. C'était ça. Très bien. Ok, Valérie Godefroy, merci beaucoup. Merci à vous, très chers auditeurs. Douce nuit à tous et à demain.